On dit qu'on fera ceci ou cela, et ce n'est que du vent. La plupart du temps, on ne fait rien, et si d'aventure on fait quelque chose, on en est soi-même ahuri, car c'est tout le contraire de ce qu'on avait prévu. On ne comprend pas, et les autres ne comprennent pas davantage, de sorte que chacun reste, en fin de compte, avec son morceau de vérité. Un exemple. Pour Madame Dutrillo, dont la vie s'écoulait pourtant dans une cuisine humide, à faire des prodiges pour nourrir avec un budget trop juste une famille mal portante. Il n'y avait rien de plus triste au monde que le sort de son locataire. Et ce, non pas tant parce qu'il vivait seul, on supposait qu'il était veuf, que parce que son travail l'obligeait à dormir tantôt la nuit et tantôt le jour. Elle s'éveillait en sursaut à 2 heures du matin, écoutait les pas lourds dans l'escalier, puis les bottes qui tombaient l'une après l'autre sur le plancher. Et elle soufflait à son mari endormi, « Voilà monsieur Porel qui rentre ». Dans la journée, si les enfants avaient le malheur d'élever la voix, vite elle murmurait, « Chut, vous oubliez que monsieur Porel dort ». Une voisine, à l'heure où passait la charrette aux légumes, insinuait, « Est-ce que votre locataire ne boit pas ? Il y a des jours où les yeux lui sortent de la tête ». Elle répliquait, offensée, « Vous oubliez qu'il travaille le plus souvent la nuit que le jour ». Ce soir-là, elle était dans sa cuisine, à ravauder un bas de laine noir. Un bas du locataire, justement. Son mari lisait le journal en fumant sa pipe. Les enfants étaient couchés. On entendit M. Porel qui allait et venait dans sa chambre, s'asseyait sur le bord du lit pour mettre ses bottes. Elle lui avait demandé de ne plus s'asseoir au bord du lit, parce que cela abîme les sommiers, mais il n'y pensait jamais. Madame Dutrillo regarda l'heure au réveil, puis elle regarda le calendrier. « Nous sommes le 29, » annonça-t-elle d'une voix triste. Son mari ne broncha pas, et elle éprouva le besoin d'ajouter « Il va commencer sa neuvaine. » Monsieur Porel sortit, fit claquer la porte. C'était encore un de ses défauts. Toute la maison en tremblait. Les rues étaient obscures, vernies de pluie. Les mains dans les poches, il traversa les vieux quartiers et poussa la porte d'un café, à 100 mètres du port. Il portait un ciré noir, une casquette bleue de marin. Il était court et large, avec un teint clair de Normand, un soupçon de coupe rose. « Salut, capitaine !» Un gros poil, des marins, une forte odeur de calvados, avec quelque chose en plus qui caractérise les cafés de port, comme un arrière-goût de salaison. « Un calva ?» Il resta debout, le dos au poil, à écouter vaguement des conversations. Il but un calva, 2, 3 verres de calvados, en s'essuyant chaque fois les lèvres du revers de la main, et le patron regarda, lui aussi, le calendrier fixé à l'étagère. Voilà pour la première partie de la nuit. C'était tout simple. La chambre meublée d'homme seul dans une petite maison de faubourg, les bottes, le ciré, la pipe, le calvados. Les faits et gestes quotidiens d'un pilote de la basse Seine qui va prendre son service à l'heure de la marée. Encore un calvados, un coup d'œil à l'horloge réclame, un geste de la main vers le bec de canne, toujours visqueux, et à nouveau la rue et le crachin. Presque tout Rouen dormait. Le café de la Comédie avait fermé ses volets. Les quais étaient noirs, avec des silhouettes de douaniers. Sur quelques bateaux seulement, des lampes électriques suspendues au-dessus des cales guidaient les bras grinçants des grues. Porel entra au poste de pilotage, prit sa feuille, serra une main, écrivit quelques mots dans un registre et prononça en sortant « Salut !» L'ADA était à quai, non loin du port transbordeur, toujours à la même place. Chaque mois, il arrivait de Hollande chargé de bois et repartait avec une cargaison de divers. C'était aussi régulier qu'un tramway, et il n'y avait que l'heure de la marée qui changeait. Porel gravit l'échelle. Tout était mouillé. Une vache était amarrée sur le pont, et il la frôla sans la voir, tressailli à ce contact chaud et inattendu. « Paré ?» demanda-t-il machinalement. Et tandis qu'il pénétrait dans la cabine faiblement éclairée, on larguait déjà les amarres.
La sirène lançait 2 longs hurlements qui allaient traverser le sommeil des bourgeois de Rouen. Pendant un quart d'heure au moins, tout se passa comme d'habitude. Le cruchon de genièvre était prêt, sur la table des cartes, flanqué de 2 petits verres à fond épais. C'était ce qui variait le plus de bateau à bateau, selon la nationalité. Du gin, du whisky, de l'aquavite, du cognac, parfois rien du tout, parfois au contraire un petit souper froid. L'Ada glissait le long du fleuve et ses machines ronronnaient doucement. Les jambes un peu écartées, Porel regardait devant lui un paysage toujours pareil. Du noir piqueté de feu qui lui était plus familier que les becs de gaz de sa rue. Derrière lui, les 2 mains sur la roue du gouvernail, le corps immobile, les yeux fixés sur Porel, un timonier anonyme. Il suffisait de lui adresser des signes à peine perceptibles. À droite, encore un peu, attention à la balise, maintenant à gauche. Devant Porel, le disque blanc du télégraphe. Arrière, stop, avant toute. Et là, dans le coin droit, immobile comme le pilote, vêtu comme lui d'un ciré, casquette de marin sur la tête, le capitaine Popinga, large aussi, un peu gras aussi, clair de peau, plus grand d'une demi-tête que Porel. Il y avait peut-être 3 ans qu'il ne s'était pas adressé la parole. 3 ans qu'à date fixe, il descendait la basse Seine, côte à côte, dans la même cabine de commandement, à fixer les mêmes feux, à éviter les mêmes sables et à guetter le mascaret. Ce fut entre le fanal de Caudebec et celui de Villequier, là où une bonne portion du fleuve est sans danger, que Porel tourna la tête et sentit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce fut d'abord une gêne à peine sensible, comme quand, en rentrant chez soi, on devine confusément que des objets ont été dérangés. Puis il plongea le regard par la porte toujours ouverte de la cabine du capitaine. Elle était éclairée, comme d'habitude. Mais sur la cloison, au-dessus de la toilette, il y avait une aquarelle représentant un paysage de montagne, sans doute le Mont Blanc. Pourquoi, à ce moment, Popinga toussa-t-il? Parce qu'il était embarrassé, parce qu'il avait quelque chose à dire et qu'il ne savait comment s'y prendre. Un peu à droite, commanda le bras de Porel, tandis que le timonier tournait sa roue, et on frôla une barque de pêche d'où montaient des voix paisibles. Pourquoi un paysage était-il accroché à la place de la photographie? Pourquoi, en allumant son cigare et en éclairant un instant son visage au feu d'une allumette, Popinga avait-il l'air mal à son aise? Porel, lui aussi, aurait voulu parler, poser une question, mais il enfonçait ses mains dans ses poches, se penchait vers le noir et ne soufflait mot. Si elle avait su ce que représentait la photographie qui, le mois précédent encore, était suspendue dans la cabine du capitaine Popinga, si elle avait connu quelques autres détails sur la vie de son locataire, Madame Dutrillo aurait compris pourquoi, à partir du 29 de chaque mois, et pendant quelques jours, le pilote avait les yeux plus gonflés, la démarche plus lourde. Pourquoi, en un mot, comme l'affirmait la voisine, il donnait l'impression d'un homme ivre. Il n'en donnait pas seulement l'impression, il buvait, et Madame Dutrillo le savait. Elle qui faisait la chambre à fond et qui était capable de reconnaître le Roland du Calvados. Mais elle aurait été déshonorée à ses propres yeux si elle avait admis qu'un ivrogne habitait sous son toit. Elle avait déjà annoncé ce soir-là, il va commencer sa neuvaine. La neuvaine était commencée. Porel avait bu 4 petits verres au lieu d'1. Maintenant, dans l'obscurité, il se servait à plusieurs reprises. La photographie qui manquait,
c'était celle de Madeleine. Et Madeleine était encore, 3 ans plus tôt, la femme de Porel. Madeleine était jeune. Elle avait des taches de rousseur, une bouche charnue et un regard effronté qui, quand elle le voulait, devenait d'une tendresse tout à fait extraordinaire. Une façon bien à elle de se promener dans les rues en se moquant de tout et en regardant les gens dans les yeux. Une certaine vulgarité savoureuse, jusque dans la voix. Par contre, quand elle disait soudain, dans un élan, « Mon chou » ou « Grosse bête », Porel l'avait épousé. Il avait loué un appartement dans une maison presque neuve. Le rez-de-chaussée était occupé par un professeur d'anglais, et il avait acheté des meubles coquets. Il était fier du buffet, des 2 fauteuils verts, d'un tas de menus détails qui faisaient vraiment confortable et gentil. Et il lui arrivait, quand un capitaine était devenu presque un camarade, de l'emmener chez lui passer la soirée. « Serre-nous un petit verre, Madeleine. Le capitaine Popinga habite Delfzijl, dans le nord de la Hollande. Il paraît que la ville est en contrebas de la mer, de sorte qu'on a dû l'entourer de digues. Je vous apporterai des photos, promettait Popinga. Viens t'asseoir près de moi, ma petite chatte. N'est-ce pas qu'elle est mignonne? Il s'étalait béatement, en propriétaire heureux, et sa main caressait l'épaule de sa femme. Jusqu'au jour où il l'avait surprise avec Popinga et où tous les 3 avaient été fort embarrassés. Les 2 hommes du moins. Madeleine, elle, n'avait pas perdu son sang-froid. Zut! Maintenant, il va falloir que je file. Enfin, ce que c'est malin. Popinga répétait stupidement. Je vous demande pardon. Quant à Porel, il ne trouvait à hurler, en lançant les affaires de sa femme dans l'escalier, que « Faut le camp, roulure !» Ils avaient divorcé. Il se croyait tranquille. Il avait cherché une pension de famille et il s'était installé chez les Dutrillo qui étaient bons pour lui. Il menait à nouveau la vie calme d'un célibataire et il avait des habitudes qui finissaient par remplir son existence. Sa chambre, le café Louis, la cabane des pilotes, les bateaux et les marées. Puis, le 29 de chaque mois, l'arrivée et le départ de l'ADA et la photographie dans la cabine du capitaine. Est-ce que Popinga l'avait fait exprès? Probablement non. Peut-être n'avait-il pas pensé que Porel continuerait à piloter son bateau à la descente de la Seine. Porel aurait pu se faire remplacer par un camarade. Il ne l'avait pas voulu. Tant pis pour lui. La photographie était là. Elle représentait une maison très jolie, avec un toit très haut, de curieuses fenêtres, un jardinet bien soigné, et, accoudé à une barrière, près d'un chien blanc, Madeleine en robe blanche et en capeline de paille d'Italie. À droite de la maison, il y avait un canal et on devinait l'amorce d'une écluse. Chaque mois, le 29, Porel montait à bord. Chaque mois, un peu après le feu de Criquebeuf, il se retournait pour regarder la photographie. Puis il saisissait le cruchon de Genièvre et quand, devant Tancarville, le navire étalait pour changer de pilote, quand Porel s'engageait le long de l'échelle de corde pour sauter dans le canot, il était plus lourd et plus maladroit que d'habitude. Les jours suivants, Madame Dutrillo était triste, surtout quand elle remettait de l'ordre dans la chambre qui sentait l'alcool. Or, la photographie n'était plus là. Droite, encore droite. On voyait, devant l'ADA, la ratière d'un pétrolier qui n'avançait pas et qui ne cédait pas le passage. Porel tendit la main vers une poignée et lança les coups de sirène réglementaires. « Laissez le passage à tribord !» 3 fois, 4 fois. Cet idiot de pétrolier ne bougeait pas plus qu'un rocher, et la vache, sur le pont, excitée par la sirène, se mettait à beugler. On passa de justesse. Feu de la vaquerie.
Un mauvais fond, un peu plus loin, au large du Vieux-Port. Appuyez à gauche. Alors, fit soudain la voix de Porel. Il paraissait enroué, et cette voix, ce simple mot dans le silence qui durait depuis Rouen, prenait soudain une valeur inouïe. Le capitaine Popinga tira sur son cigare avant de répondre. Puis il toussa. Il dit, en se tournant vers le timonier, comme pour savoir s'il écoutait, « Parti !» Même si Madame Dutrillo avait été là, elle n'y aurait rien compris. La photographie de Madeleine n'était plus à sa place. On ne voyait à peu près rien des deux hommes, sinon le cigare de Popinga, et, quand il l'élevait dans un certain angle, la main de Porel qui donnait des ordres au timonier. Et pourtant, il y avait, dans la cabine humide, une présence mystérieuse, comme un relent féminin, des taches de rousseur sur un visage effronté, un rire un peu vulgaire, une robe blanche, plus encore, des reflets de chair blonde, des rires plus aigus que les deux hommes connaissaient bien, une légère odeur d'aisselle, des dents pointues se plantant soudain dans l'ourlet rose des lèvres. Avec qui? Popinga dut hausser les épaules et le silence dura le temps, pour le navire, d'aller d'un fanal à l'autre. Où est-elle? En verre. Porel but un verre et bourra sa pipe. Une rafale de pluie passa sur les vitres et on laissa passer à gauche un charbonnier anglais qui montait à Rouen. Ensuite, plus rien. Est-ce qu'un jour, en rentrant chez lui, Popinga avait trouvé sa femme comme Porel l'avait trouvée? Est-ce qu'elle était partie sans rien dire, en lui laissant un billet? Quelles images s'agitaient sur les rétines de Porel, qui regardait machinalement ses feux? Il connaissait Anvers. Il en connaissait surtout les petits cafés où de grasses servantes viennent s'attabler avec les marins en riant d'un rire innocent. Est-ce que Madeleine... Toute une rangée de feux, sur la droite, dessinant comme une rue de grande ville. Le canal de Tancarville. Une houle plus puissante. Une luciole qui dansait sur le flot. Des appels. Enfin, un heurt contre la coque de fer. Un petit bateau qui s'accrochait. Un homme en ciré, tout pareil à Porel, qui se hissait le long de l'échelle de corde. L'Ada changeait de pilote avant de s'engager dans l'estuaire. Le nouveau pilote marchait lourdement sur le pont. Vous avez son adresse? On aurait pu croire que Popinga s'y attendait. En tout cas, il lui suffit de prendre un bout de papier dans sa poche, et ce bout de papier humide et tiède passa d'une main dans une autre. Après quoi Porel, au moment de sortir, se ravisa et vint vider le cruchon. Il n'eut pas, cette nuit-là, de navire à remonter à Rouen. Il dormit donc dans la cabane de pilotage, et prit le train aux premières lueurs du jour, un jour sale et pluvieux. Encore, en attendant son train, un petit café et du calvados. Monsieur Dutrillo, lui, à 9 heures précises, s'asseyait devant un bureau et débouchait son encrier. Madame Dutrillo, ce jour-là, gronda les petits plus souvent qu'à l'ordinaire. « Silence, puisque je vous dis que M. Porel est malade. »« Malade ? Peut-être, après tout. Il ne savait pas. Il restait dans son lit, à remuer de drôles d'idées. Madame Madeleine Popinga, chez Madame Smits, 27 rue Van Artevelde, Anvers, Belgique. L'Ada est passée hier. Je suis au courant. Si tu veux revenir à Rouen, je ne te ferai pas de reproches. Préviens-moi car je suis emmeublé. Au cas où tu manquerais d'argent pour le voyage, je t'en enverrai. Écris vite. Julien. Monsieur Julien Porel, pilote de la Basse-Seine, chez Madame Dutrillo, 13 rue aux Ours, Rouen, France. J'ai beaucoup pleuré en lisant ta lettre. Je te jure que j'ai bien changé et que j'ai compris bien des choses. Je me rends compte des torts que j'ai eus envers un homme comme toi. J'ai honte de te dire que je suis ici sans argent. Madame Smits, chez qui je loge, m'en a prêté un petit peu en attendant que je trouve du travail. J'ai essayé de me placer en usine, car tu sais que je suis incapable de coudre proprement. Je lui dois déjà 200 francs. Je ne connais pas le prix du train, mais si tu m'envoyais un mandat de 500 francs à la poste restante, cela ne regarde pas Madame Smits, cela suffirait. Celle qui ne t'a jamais oublié, Madeleine.
l'heure du marchand de légumes. Madame Dutrio, sur son seuil, et la voisine perfide. Un taxi s'éloigne, emportant M. Porel et ses bagages. Il ne se trouvait plus bien chez vous, ou est-ce vous qui l'avez mis à la porte? Je disais toujours à mon mari qu'un homme qui boit, il ne buvait pas. S'il s'en va de chez nous, c'est qu'il se marie. Je croyais qu'il était veuf. Eh bien, qu'est-ce qui empêche un veuf de se remarier? Pourvu qu'il tombe bien. Porel avait visité 30 maisons à louer. Toutes étaient vieilles et grises, avec des cuisines tristes et des papiers sombres sur les murs. Alors, il avait préféré faire 3 kilomètres de plus. Il en serait quitte pour acheter un vélo. Il laisserait ses bottes au poste de pilotage, car il est difficile de rouler à vélo avec des bottes de marin. La maison était gaie, toute neuve, presque pareille à celle de la photographie. Porel avait 42 000 francs d'économie. Il en consacra 10 à acheter un mobilier moderne. J'arriverai à 11 heures du matin. Merci, baiser. Madeleine. Il n'y avait pas de soleil. C'eût été trop demandé. Mais il ne pleuvait pas. Le ciel était d'un gris assez lumineux, et, derrière ce voile, on devinait parfois comme un halo jaunâtre. 2 fois, Porel, agacé par la lenteur de l'horloge de gare, pénétra en coup de vent à la buvette et avala quelque chose pour se calmer les nerfs. Le train arriva. Il eut la certitude, surtout quand la moitié des voyageurs fut sur le quai, que Madeleine ne viendrait pas. Or, elle descendait du dernier wagon, tellement semblable à ce qu'elle était 3 ans plus tôt que c'en était hallucinant. Il s'approchait, lui, en se dandinant gauchement. Il s'était demandé ce qu'il dirait, ce qu'il ferait. Il la trouvait debout au milieu de paquets de toutes sortes, et elle s'avançait enfin vers lui, les yeux pailletés d'or, soulignés de taches de son. « Julien !» Elle l'embrassait. Elle se suspendait à son cou. Elle riait d'un rire un peu nerveux. « Mon Julien, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas un homme comme les autres. Si tu savais ce que j'ai pu te regretter. » Large et lourd, il s'emparait des paquets, s'encastrait dans la file des voyageurs. Ça fait drôle de se retrouver chez soi après si longtemps. Sur la place, elle regardait les tramways, les taxis, les maisons. Il n'y a rien de changé. C'est vrai que tu t'es beaucoup ennuyé de moi. Les gens allaient, venaient, les bousculaient sans les voir. Ils n'étaient qu'un couple ordinaire. Un homme un peu fort, entre 2 âges, et une femme de 10 ans plus jeune, perchée sur ses hauts talons. L'agent de police leva son bâton pour leur faire traverser la rue. Quant à Madeleine, dans le taxi, elle parlait, non sans jeter des regards par la portière. « Où habites-tu maintenant? Tu m'as écrit que tu vivais en meublé. C'est là que tu me conduis? Ils ne diront rien en te voyant revenir avec une femme? Mon chou, c'est vrai que tu n'as jamais eu l'idée de me remplacer. J'ai été méchante, n'est-ce pas? Tiens, il y a une nouvelle pâtisserie au coin de la rue. Je t'ai rapporté un cadeau. Tu verras tout à l'heure. Où allons-nous? On sort de la ville? » Qui aurait pu dire ce qu'il pensait? Le savait-il lui-même? En croisant les jambes, elle dévoilait ses genoux et il rougissait presque en les regardant. Il retrouvait son odeur. Cela aussi le gênait. « Tu crois que tu pourras vraiment me pardonner? Quand je pense que... C'est ici? C'est ta maison? C'est pour moi que tu l'as louée? » Un véritable envahissement. Elle s'agitait, ouvrait les portes, les armoires. « T'as même fait le marché? Je n'aurais jamais cru un homme capable d'attention si délicate. Du pain, du beurre, des œufs, du jambon, des oranges. Tu t'es souvenu que j'adore les oranges? C'est la seule à manger? Dis donc, on pourrait avoir des poules. » Elle riait, babillait, s'arrêtait parfois, l'espace d'1 seconde à peine, pour le regarder. « C'est là-haut ?» Elle s'élançait dans l'escalier, se retournait comme pour s'assurer qu'il la suivait. Un divan,
J'ai toujours rêvé d'avoir un divan au lieu d'un lit. Je peux t'embrasser? Oh, Julien, si tu savais. Il n'avait jamais été aussi gauche de sa vie. En voyant ses gros yeux, la voisine de Madame Dutrillo aurait encore prétendu qu'il était ivre. Et pourtant, il n'avait presque rien bu. Madeleine hésitait. Elle ne savait pas encore jusqu'où elle pouvait aller. Elle le guettait, souriait, de son sourire humide, portait les mains à son corsage. Est-ce que... Il faut que je me change, trouva-t-elle enfin. Mes vêtements doivent sentir le train. Tu permets? Elle ne se tournait pas vers lui, mais vers le miroir. Elle s'attardait aux agrafes, levait ses bras nus pour arranger ses cheveux. Ferme la porte au moins. C'est vrai, j'oublie que nous sommes seuls dans la maison. Qu'est-ce que les voisins pouvaient savoir? Il y avait un retraité des postes qui travaillait dans son jardin. On a apporté les meubles la veille, avec une tapissière jaune des déménageurs réunis. Il n'a pas passé la nuit dans la maison, mais il est venu de bonne heure le matin à vélo, puis il est reparti. Il est revenu avec elle un peu avant midi. Et alors? L'homme, qui avait une barbiche d'un blond sale, croyait nécessaire d'achever sa pensée d'un clignement d'yeux. Et après? Tout cela était parfaitement exact. À cela près que l'ancien postier était certainement loin d'imaginer la violence des passions de Porel. Madeleine était là toute, pleinement elle-même, plus elle-même que jamais, avec ses yeux, sa chair, ses lèvres ourlées, ses taches de rousseur et son rire. Était-ce calcul de sa part? Était-ce sincère? Personne ne pourra le dire, mais jamais elle ne s'était pareillement épanouie. Il y avait en elle de l'enfant et de la femme, de la joie spontanée et de la rouerie, de la frénésie et de l'angoisse. Quand elle disait « mon chou », et quand ses cils s'abaissaient. L'homme, je veux dire Monsieur Porel, est descendu à un certain moment. On pouvait le voir par la fenêtre de l'escalier. Il n'avait que sa chemise blanche et son pantalon sur le corps. Ses cheveux étaient défaits comme ceux de quelqu'un qui sort du lit. Enfin, je me comprends. C'était toujours exact. Madeleine, étalée et béate, avait murmuré, les yeux clos, « Tu n'as pas faim, toi? Moi, ça m'a toujours donné faim. Tu te rappelles ?» Et le voisin à barbiche miteuse de continuer. « Je l'ai entendu aller venir dans la cuisine. Il est remonté peu après avec un plateau. J'ai remarqué, parce que je le voyais de dos, que ses bretelles lui pendaient sur les cuisses. Sur le plateau, il y avait du pain, du beurre, du jambon et une bouteille de Bordeaux blanc. Tout de suite après, comme ma femme venait donner à manger aux poules et que nous regardions vers la maison, vu qu'on se demande toujours qui on a comme voisin, en arrivant sur le palier, Porel avait d'abord vu Madeleine, non au naturel, mais dans la glace. Elle avait les paupières baissées, les lèvres entr'ouvertes dans un sourire dont il se souvenait, un sourire qu'il avait revu 1000 fois et 1000 fois en rêve pendant les 3 dernières années. Une main pendait par terre. Ses jambes étaient légèrement repliées. Sa poitrine se soulevait régulièrement. Il était resté un moment immobile, son plateau à la main, cherchant où le poser. En fin de compte, il l'avait mis sur une chaise. « Madeleine !» avait-il appelé à mi-voix. Et cette voix lui était arrivée à elle dans son assoupissement, mais de très loin, comme une voix de rêve. Les lèvres s'étaient entr'ouvertes davantage. Un profond soupir avait soulevé les seins très haut, puis, lentement, le corps s'était détendu. De plus loin encore était arrivé dans un souffle « mon chou ». On a entendu, en même temps qu'un bruit de vaisselle cassée, un cri terrible. Un cri, sauf votre respect, monsieur le juge, comme quand on égorge une bête. Quant à Porel, affaissé, indifférent, sur le banc, en face du magistrat,
Il répétait en fixant le plancher sale et le méchant bout de tapis rouge. Je voulais la reprendre. J'avais tout arrangé. C'est quand je l'ai vue, comme ça. Je ne peux pas vous expliquer. Je crois qu'elle a ouvert les yeux et qu'elle a eu peur. Pourtant, enfin, je ne sais pas. Je l'ai étranglée. Je vous demande bien pardon, monsieur le juge.